Donc moi je me présente, donc du coup je m'appelle Hugo Duchesne et pas Deschênes. J'ai commencé ma carrière de jeune développeur freelance, en tout cas orienté web et mobile, il y a environ un an et quelques mois, et j'estime avoir un parcours un peu particulier parce que j'ai d'abord commencé tout seul dans ma chambre à coder quand j'étais adolescent, et après je me suis un peu lancé sur Twitch, etc. Et j'ai commencé une carrière Open Classroom que j'ai filmé environ de A à Z avec des viewers que je vois là dans le chat Twitch, parce que je vois des prophètes. On n'hésite pas à m'appeler le prophète, bien évidemment. Et voilà. Et donc sur ce chat Twitch, j'avais régulièrement des personnes, environ 2-3 par semaine, qui soit venaient me demander, tiens, comment faire pour devenir freelance, ou tiens, comment faire pour apprendre à coder, etc. Et finalement, je donnais quand même régulièrement tout le temps les mêmes réponses. Il y avait tout le temps les mêmes débats, il y avait tout le temps les mêmes trucs. Et je donnais toujours les mêmes réponses aussi, surtout sur on fait des petits disclaimers qu'on faisait autour des formations comme Open Classroom, comme O'Clock, comme le Wagon, etc. Et donc, tiens, un jour, il y a Graven qui est passé, qui apparemment apprécié mon talent d'orateur, et qui m'a proposé, enfin, à qui j'ai éventuellement proposé de faire cette conférence pour expliquer un peu à la fois mon parcours, et éventuellement aussi expliquer les avantages et parfois les pièges sur lesquels on peut tomber, soit en allant vers des formations, soit en pensant que le métier de freelance est tout de suite quelque chose d'hors norme, on fait plein de trucs cool, on gagne plein d'argent, etc. Et donc j'aimerais aborder, oui, maître. Et donc j'aimerais aborder en tout cas tous ces petits points là, quoi. Aussi, oui, j'ai les deux chats sur ma droite. Du coup, s'il y a des gens qui ont des questions, s'il y a des trucs comme ça, on n'hésite pas, on m'en donne à fond les ballons. Masque le petit truc, je te fais ça, tac, hop. Et donc et voilà. Et donc si vous avez des petites questions, etc. en même temps que je parle, ben n'hésitez pas, je répondrai volontiers, et je vous cache pas, je suis là aussi pour ça, pour l'interaction. Je serai éventuellement aussi là après, peut-être sur Discord, ou même peut-être sur Twitter, s'il y a des gens qui ont des potentielles questions ou non sur la présentation que je vais faire maintenant. Magnifique. Ok, donc là après, je vais quand même présenter mon parcours entre guillemets scolaire de manière beaucoup plus précise pour expliquer en tout cas les stacks techniques que j'ai apprises, comment je les ai apprises, etc. Et aussi après, on pourra développer éventuellement aussi sur surtout la formation Open Classroom, parce que c'est aussi ça qui intéresse, c'est comment se passe aujourd'hui des formations en ligne et comment avec ça on arrive à trouver du boulot après. Donc dans un premier temps, moi j'ai découvert le développement quand j'avais 14-15 ans. J'étais tout seul dans ma chambre. Je l'ai découvert au tout début grâce à Open Classroom, grâce à des youtubeurs comme Graven, etc. Et donc j'ai commencé comme ça. Au début, j'étais un peu perdu dans la masse d'informations qu'il y avait. Je savais pas trop. Je savais que je voulais m'orienter dans un truc IT, etc. Mais je savais pas trop si je voulais devenir développeur. Et donc j'ai commencé le truc Open Classroom classiquement, comme beaucoup de gens. J'ai suivi les cours de Mathieu Nebra. J'ai fait un peu de PHP. J'ai fait un peu de HTML, un peu de CSS. Et puis j'ai commencé à faire ça de plus en plus, etc. Et là, j'ai commencé soit de faire des petits sites vitrines pour des commerçants, soit de faire plein de petits trucs comme ça, etc. C'était rien de très professionnel. Mais finalement, aujourd'hui, avec le recul, j'estime que cette période-là a été une période clé, en tout cas, dans mon apprentissage par la suite. Parce que c'est vraiment là que j'ai réussi à faire en sorte que des informations soient directes dans mon cerveau. Et je pense que sans cette période-là, je ne sais pas si après j'aurais pu faire ma formation Open Classroom de manière aussi directe et aussi poussée que je l'ai faite. Le seul truc, et c'est ce que je disais aussi avant en live la dernière fois, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui me disent ouais, par quoi il faut commencer, ou il y a beaucoup de jeunes qui commencent, qui disent ouais, moi je vais faire du jeu vidéo, après ils font du Python, après ils font du web. Et moi, si seulement j'avais un petit conseil à donner, s'il y a des gens qui ont environ 15 ans ou quoi dans ce fameux chat et qui voudraient vraiment essayer de commencer dans ce métier-là, la seule erreur que j'estime avoir fait à cette époque-là, c'est vraiment de m'être trop dispersé, etc. Et je pense que j'aurais 2 fois le niveau que j'ai aujourd'hui si à cette période-là, je m'étais vraiment dit tiens, je veux faire du web et du mobile, je vais à fond, je fais du JS, je fais du TypeScript, je fais tous ces trucs-là. Parce que vraiment, j'ai passé 1 an où je voulais vous faire du Unity, etc. Et finalement, ça ne me servait à rien. Alors qu'à la base, les cours PHP, etc. M'ont quand même beaucoup plus servi aujourd'hui. Même les trucs SQL, la conception de base de données. Et sans cette période-là, je crois pas que j'aurais pu skipper l'UNIF et plein de trucs comme ça. Donc après, une fois que j'avais fini mes études secondaires, donc une fois que j'avais fini ce qu'on appelle en Belgique la rhétorique, donc l'équivalent du bac, pour pareil magnifique. Il y a des gens qui disent pareil dans le chat, j'aime beaucoup ça. C'est bon, là on est ok. Donc une fois après j'avais fini ma fameuse rhétorique qu'on dit en Belgique, donc une fois que j'avais fini le bac, là je me suis questionné. Je savais très bien que j'avais envie de faire quelque chose qui était lié à l'entrepreneuriat, et je savais que je voulais faire quelque chose aussi qui était lié à l'IT et à la technologie en général, mais j'étais pas très bon à l'école, ça me faisait un peu chier, et je savais que je voulais trouver un moyen pour en tout cas essayer de pas aller à l'UNIF, mais que quand même arriver à mes fins. Et donc là, je me suis dit, tiens, essayons de professionnaliser. Et le seul moyen de voir si j'ai un niveau qui est professionnalisable ou pas, c'est de soit accéder à des professionnels, ce qui est très compliqué au début quand on est jeune. Parce que si vous arrivez chez des seniors et que vous dites, ouais, écoutez les gars,
Moi, j'ai 18 ans, je pense que j'ai un niveau qui est bon pour m'imaginer en tant que junior sans rien, c'est très compliqué. Du coup, le seul moyen que j'ai vu pour ça, c'est d'abord, je me suis intéressé à diverses formations en ligne, notamment tout ce que j'ai dit au début. J'ai vu qu'il y avait des Team Club tout à l'heure qui étaient passés. Je me suis vraiment intéressé intéressé à ça. Au début, je voulais faire le wagon et tout ce qui s'en suivait, mais pour des raisons notamment de timing et de commentaires que j'avais vus sur le net, j'ai préféré quand même choisir Open Classroom parce que la seule raison, et c'est très personnel ça, je critique pas tous les autres, mais c'est juste que moi, je faisais quand même beaucoup plus confiance à une formation qui étalait la connaissance sur 1 ou 2 ans en fonction de comment on le faisait et qui donnait après un diplôme qui était certifié en tout cas par rapport à l'identité européenne. Ça me faisait beaucoup plus plaisir. Et la solution d'Open Classroom d'avoir aussi des mentors qui t'encadrent, etc., m'a quand même beaucoup plus charmé que des trucs comme O'Clock ou le Wagon. Ça a l'air d'être des gros bootcamps où tu fais beaucoup en 3 mois. Et je voyais du mal de me dire, tiens, je vais me professionnaliser en 3 mois et j'aurai un niveau assez fort en 3 mois pour aller concurrencer des gars qui ont 5 ans ou 3 ans d'études universitaires. Donc juste après, j'ai décidé que j'allais me lancer donc dans le développement d'applications Python chez Open Classroom. Et voilà. Et donc après, pour expliquer plus comment ma formation s'est passée et les avantages et les inconvénients de celle-ci, d'ailleurs, pour des soucis narcissiques, je vais devoir le dire, j'ai finalement, grâce à tout ce que j'avais fait avant, grâce à mes passions, etc., eu un petit record sur la formation Open Classroom, vu que je l'ai fini en 2 mois et 3 semaines environ. Et je crois que normalement la formation se finissait aux alentours de 15 mois pour la plupart des gens. Et c'est donc vraiment là que j'ai vu l'intérêt de ce que je vous avais dit avant, de déjà commencer à coder avant, de déjà avoir des appréhensions sur ce genre de choses. Et c'est vraiment là que ça sert, quoi. Alors là, je vois tout dans le chat, c'est certifié Open Classroom. Oui, c'est certifié Open Classroom. Nous avons un diplôme à la fin qui a été reconnu par une entité qui est en fait l'équivalent d'un BTS chez vous en France. Et c'est un diplôme que tu peux tout à fait aller vendre à des recruteurs, à des machins, etc. Et c'est tout à fait accepté. Un peu comme l'école 19 à Bruxelles. Oui, alors l'école 19 à Bruxelles, c'est encore un autre cas, parce que l'école 19 à Bruxelles, c'est une sorte d'extension de votre école 42 à Paris. Les seuls soucis que j'ai trouvé à l'école 19 à Bruxelles, c'est que je trouve ça très très long, parce qu'en fait, finalement, c'est les mêmes longueurs que des études universitaires, ce que j'aimais pas trop. J'ai l'impression aussi que ça allait un peu entraver l'école 19, mes ambitions entrepreneuriales que j'avais, donc le fait de devoir venir freelance, etc., etc. Et aussi, même après, en termes de stack technique, moi, je savais très bien que j'avais envie de faire de l'applicatif. Mon kiff aujourd'hui, c'est de monter des projets, c'est de faire les projets, que ce soit du mobile, du web, et je veux faire ça. Ok. Et donc l'école 19, j'ai vu que c'était beaucoup orienté C, il y avait pas trop de trucs comme ça, c'était beaucoup orienté embarqué, etc. Et franchement, ça m'a pas plu. Je te dis, celle qui m'a le plus charmé au début, c'est vraiment ce truc-là. Quelle formation j'ai fait? Moi, j'ai fait donc du coup j'ai fait la formation donc Python, développeur d'application Python, qui est en fait pas vraiment un développement d'application Python, parce qu'on pourrait penser que les parcours en développement d'applications Python sont beaucoup plus orientés data scientist, data analyst, etc. Et finalement, j'en ai pas fait du tout de ces trucs-là. Et enfin, si, je crois que j'ai eu un projet à l'époque qui ressemblait un tout petit peu à ça. Mais finalement, j'ai fait beaucoup de back-end. En fait, ils devraient beaucoup plus appeler ça développement d'applications back en Python. J'ai fait beaucoup de Django. J'ai fait un tout petit peu de Flask pour faire une sorte de petit chatbot à l'époque. Et j'ai fait un tout petit peu de JS et d'HTML, CSS. Mais vraiment, cette formation-là, à la base, était orientée back-end. Donc voilà. Donc une fois que je me suis dit tiens, j'ai fait ma formation Python, j'ai essayé au moins de trouver un minimum les pièges et les avantages de cette éventuelle formation. Et en fonction de ça, j'ai évidemment essayé d'y apporter des réponses et j'ai évidemment essayé de faire en sorte d'optimiser en tout cas ma formation. Et je pense que c'est le plus important aujourd'hui, c'est de trouver un moyen dès le début d'optimiser ses formations, parce que dans les pièges déjà, il y a éventuellement le fait que comme c'est en ligne et que c'est que du remote finalement la formation. Au dpeux ça peut sembler très seul, ça peut sembler très renfermé, etc. Et c'est là où moi j'ai eu l'idée, je me suis dit tiens, franchement, je pense que je peux parler tous les jours à une communauté, je pense que je peux en faire rire plus d'un. Et du coup là, ça a avéré enfin, le choix comme Twitch s'est avéré intuitif, si puis-je dire, parce que j'ai donc ouvert ma chaîne Twitch sur la lancée, et puis chaque projet je le faisais en live, je continuais, etc. Et finalement ça s'est un peu retourné, parce que finalement ce phénomène Twitch m'a été beaucoup plus utile que bêtement pour contrer une forme d'enfermement ou de solitude, parce que je me suis retrouvé à la fin avec une communauté, je crois que j'ai 420 ou 430 followers sur Twitch maintenant, et je me suis retrouvé à la fin avec une communauté qui était là pratiquement tous les jours sur mes lives, qui regardait chacun de mes projets,
avec des gens qui avaient 5, 10, 15 ans d'expérience et qui, tout ça parce que je les faisais un peu rire, etc., me regardaient tous les jours, commentaient tout ce que je faisais, m'obligeaient à avoir une certaine rigueur sur certains trucs. Il y avait des viewers, j'ai vu Thermo tout à l'heure dans ce chat qui va se reconnaître, qui m'insultaient parfois pour des choses qui sont presque de l'ordre du maniaque, en fait. Et toutes ces choses-là, je pense, ont permis à la fois d'aller beaucoup plus vite, d'être beaucoup plus rigoureux. Et je pense que c'est d'ailleurs un des atouts. Je pense que c'est grâce à ça aussi que j'ai réussi à aller plus vite et que j'ai réussi à mieux me vendre après. Parce que déjà, j'avais toute la journée l'habitude de me justifier sur à peu près tout et n'importe quoi. Et donc d'affiner évidemment tous mes choix techniques, parce que parfois j'avais des questions même sur des trucs futiles, mais il fallait que je le justifie parce qu'il y avait 15-20 personnes qui me regardaient. Et voilà, alors là, je vais vous lire, la formation Classroom est plutôt pas mal, mais énormément de choses à lire et tu n'as pas de bonne base en informatique. Si tu n'as pas de base en informatique, c'est très compliqué. Ouais, oui, mais ça, c'est un truc qu'on va revenir après. Après, il y a pas mal de gens qui ont réussi à faire des reconversions, notamment via Pôle emploi, etc., qui avaient des mauvaises bases en informatique et qui pourtant ont après réussi à faire un peu d'Open Classroom. Mais à nouveau, c'est le profil qui est le plus important. Autre piège dans lequel il y a beaucoup de gens qui tombent, c'est que c'est des formations souvent qui coûtent cher et qui sont très bons dans des campagnes de com. D'ailleurs, aujourd'hui, on le voit avec Open Classroom. Si vous êtes à Paris, machin et tout, il y a leur pancarte partout, il y a leur logo partout, il y a Mathieu Debray qui communique toute la journée dessus, etc. Et finalement, même moi qui viens de là, j'ai aujourd'hui l'intime conviction que n'importe quelle formation, même des formations de 1 ou 2 ans, comme Open Classroom, sont pas encore suffisantes pour être employables. Et c'est la première. Donc, c'est une magnifique initiation, c'est une magnifique opportunité pour rencontrer des mentors et pour vraiment se professionnaliser. Mais il faut pas que compter là-dessus. Je veux dire, si aujourd'hui quelqu'un arrive à être diplômé d'Open Classroom en ayant fait le minimum possible, je pense qu'il aura beaucoup de mal après déjà à devenir freelance parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir potentiellement être freelance. Moi aussi, moi, je me vois mal intégrer une équipe avec quelqu'un qui a ces connaissances de base-là. Et je pense que c'est pour ça qu'après, il faut faire beaucoup de veille technologique, parce que aussi, c'est quelque chose qui pousse pas beaucoup et qui pourtant est très, très important. C'est de s'intéresser à l'ensemble des technologies et tous les jours regarder ce qui se fait, etc. Et ça aussi, c'était le gros avantage de Twitch, c'est que j'avais comme tous les jours des gens qui venaient de tout l'univers, parce qu'il y avait des développeurs embarqués, des data scientists, etc. Et du coup, tous les jours, il y avait un mec qui me prenait un nouveau truc. Et ça permet d'avoir une vision globale sur plus ou moins tout ce qui se fait et d'affiner ses connaissances. Donc après, plus tard, quand tu as des discussions avec des recruteurs ou avec des CTO, etc., et que tu arrives à montrer que tu as une connaissance, quand il y a un problème technique, tu arrives à vite faire un pivot sur quelque chose ou quelque chose, parce qu'un mec t'en a parlé un jour lors d'un live Twitch, ça peut être quand même plus intéressant. Je vais vous lire 2 secondes parce que je vois qu'il y a des trucs un peu intéressants. Alors actuellement en formation professionnelle, j'hésite à prendre Open Classroom en tant que formation, car je ne sais pas laquelle choisir exactement sur quelle période. Faut-il les contacter? Oui, je pense qu'en plus de les contacter, il faut que tu fasses il faut vraiment que tu te questionnes sur ce que tu veux et ce que tu penses qui sera le mieux pour toi. Il y a beaucoup de choses différentes qui rentrent en compte. Soit tu as déjà des connaissances techniques et du coup tu veux un truc pour aller vite et pour affiner tes connaissances et pour avoir un papier. Et du coup, là, tu peux dire, tiens, je vais faire le wagon, je vais faire le clock, je vais faire des trucs qui vont plus vite. Soit tu me dis, tu n'as aucune connaissance technique, il faut un truc long, un truc qui apprend vraiment en profondeur, etc. Et alors là, tu t'orientes vers soit des écoles 42, des écoles comme Open Classroom, etc., où tu sais que tu vas faire 1 an et demi de formation. Mais à nouveau, comme je répète, il faut que tu gardes tous ces petits points en tête pour te dire, mais quand je vais sortir de là, si j'ai pas fait autre chose que ça, si j'ai pas fait d'AV technologie sur des autres trucs, peut-être que je serai pas employable. Si je fais pas l'effort d'aller sur des Discord, si je fais pas l'effort d'aller à des conférences comme ça, si je fais pas l'effort de parler à d'autres développeurs, ça marchera pas non plus aussi. Je veux dire, c'est pas des il faut bien regarder en tête que c'est pas des solutions magiques. Tu restes en concurrence avec des gens qui ont des masters, avec des gens qui ont fait des gros bacheliers. Et il faut être à la hauteur. Le recruteur ou l'entreprise, il en a absolument rien à foutre du fait que toi t'as essayé, t'as pas essayé, machin et tout. Il veut un mec performant, il veut un mec qui code. Et il faut mettre tout ça, il faut mettre tout ça en perspective. J'ai eu 30 à trouver, mais franchement, il faut pousser les portes. Oui, mais ça, je pense que c'est comme n'importe quoi. Tac. Et aussi, oui, évidemment, un des derniers pièges sur lesquels j'ai vu, en tout cas, au cours des formations, c'est que finalement, la plupart des formations, et je pense que c'est le gros problème aujourd'hui des formations, c'est que pour des raisons marketing ou des raisons commerciales, ils orientent leur formation sur des technologies et pas sur un apprentissage de développeurs. C'est-à-dire qu'ils disent, là-dessus, vous êtes fort en JavaScript, là-dessus, vous êtes fort en Python, etc. Et c'est peut-être ça le problème, parce que du coup, ça crée des juniors qui sont très, très fans de techno, qui sont presque à la limite de la passion, voire à la limite du dogme envers certains frameworks, et qui veulent pas bouger de ce framework, et qui, du coup, n'arrivent pas à avoir la vision globale de ce qu'on peut faire pour éventuellement créer une application, et éventuellement bouger en termes techniques sur plusieurs petits trucs, quoi.
Mais bon, évidemment, après, j'ai listé quand même 2-3 avantages qui avaient au-dessus, parce qu'évidemment que je l'ai fait et j'estime quand même que pour moi, ça a été un bon choix. Et évidemment, les avantages, c'est que si on optimise vraiment sa formation, qu'on veut vraiment tout faire pour être le plus fort, ben évidemment, ça permet de skipper l'unif et donc du coup d'aller plus vite. Il y a évidemment l'avantage que moi, j'ai rencontré des mentors exceptionnels. Et là, je veux faire un big up à Thierry, bien évidemment, qui est dans Open Classroom, qui vraiment sont à fond dedans. Il y a des projets qui sont sur des Discord, qui font ça bénévolement, qui t'aident, qui corrigent plein de trucs, qui font des soutenances aussi après avec toi. Et plein de choses comme ça. Et ça, je veux dire que c'est vraiment un nice to have gigantesque pour des gens d'apprentissage, parce que ça te permet tout de suite de te confronter au métier. Ça, c'est peut-être même un avantage qu'il n'y a pas dans les écoles aujourd'hui universitaires. Parce que moi, je connais 3 personnes qui sont à l'UNIF, et là, après, je parle avec, évidemment, au conditionnel, mais je les vois pas en contact aujourd'hui avec le vrai monde professionnel du dev, et je les vois beaucoup entre étudiants. Et ça, je pense que pour un apprentissage qui est destiné à se réaliser professionnellement, ben, je pense que ça peut être une erreur. Il y a aussi le gros avantage d'Open Classroom que moi j'ai eu sur ma formation, c'est qu'il y a eu beaucoup de projets, et d'ailleurs c'est les gens qui m'ont suivi sur le chat le savent très bien. Thierry Chapouille, le crack mondial, évidemment le crack, tout le monde est d'accord là-dessus. Le mentor est pas important, oui. Et d'ailleurs il faudra bien faire attention chez Open Classroom, c'est un petit conseil pour les gens qui vont chez Open Classroom. Vous pouvez changer de mentor. Du coup, s'il y a un mauvais mentor ou quoi, n'hésitez pas à bouger, parce que c'est le plus important. Aussi, travailler web avec l'apprentissage des outils. Oui, et c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de projets qui étaient destinés à rendre des documents techniques. Au début, tu trouves ça très chiant, tu trouves que ça sert à rien, tu trouves que c'est nul, etc. Tu râles beaucoup. J'ai beaucoup crié, mais énormément crié, en live, etc. Parce qu'il fallait beaucoup d'UML, etc. Et finalement, aujourd'hui, je le vois que le fait qu'ils m'obligeaient à chaque fois que je commence un projet, à conceptualiser mes bases de données, à conceptualiser mes flows, à penser la data, etc. Mais finalement, tu vas quand même beaucoup plus vite et tu t'assures un certain comment ça s'appelle? Et tu t'assures une certaine rigueur, en tout cas, dans le code que tu vas faire, et du coup, une certaine vitesse de production. Et ça veut dire que c'est un gros avantage que j'ai eu chez Open Classroom, c'est vraiment que j'ai eu 2-3 projets très longs, où à la fin, il a fallu rendre un dossier qui faisait environ, je pense, 90 pages, du pur dossier technique, donc du choix technique. Il fallait appuyer le choix technique. Il fallait dire pourquoi utiliser ça, pourquoi utiliser cette technologie-là en DB, pourquoi cette technologie-là en front, pourquoi cette technologie-là en back, etc. Et j'estime que ça a été pour moi les 3 projets les plus pertinents que j'ai eu chez Open Classroom. Parce que déjà, à la fois, ça m'a sorti complètement de la stack dans laquelle il m'obligeait à me fermer. Et en plus, ça me permet de voir un projet dans son ensemble. Alors, n'hésitez vraiment pas à changer de moteur. Il y en a qui sont vraiment abominables, oui. Et ça, je le dis tout de suite, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui sont dans les... c'est quoi l'UNIF? L'université, quoi. Oui, donc je revenais sur ce que Thermo 74, enfin 74, a dit dans ce fameux chat Twitch. C'est il y en a qui sont vraiment là uniquement pour l'oseille. Ne nous mentons pas, il y en a qui sont uniquement là pour arrondir les fins de mois. Je pense qu'ils prennent entre 10 à 15 euros de l'heure là-dessus. Du coup, ils font 2-3 petites soutenances de temps en temps, ils prennent un peu d'argent, ils sont contents. Mais finalement, c'est pas, ils sont là, mais sans être vraiment là, parce que j'ai vu plein d'étudiants poser des questions, parfois ils répondaient pas. J'ai vu plein d'étudiants aussi parfois dire oui, moi mon mentor il m'aide, mais que comme Open Classroom m'autorise qu'à 30 minutes par semaine, mais c'est compliqué. Et toutes ces choses-là. Et donc moi, ce que je vous conseillerais aussi avant de faire la formation Open Classroom, c'est regarder bien s'il y a un Discord avant, regardez bien s'il y a une communauté active. Et si vous avez un mentor pourri, virez-le au pire, mais il faut toujours qu'il y ait une communauté qui vous permette de vous aider. Je parlais de Thierry tout à l'heure, à qui quelqu'un a dit le crack mondial. C'est énorme parce que ce mentor-là a été tellement impliqué qu'il a créé un Discord spécifique à la développement d'applications Python. Et vous posez une question, et 30 minutes après, il y a quelqu'un qui vous répond, et quelqu'un qui vous explique qui vous explique qui vous explique vraiment tout, pourquoi il faut faire ça, comment il faut le faire, etc. Sans jamais vous donner les codes, parce qu'évidemment, dans ce Discord-là, il est interdit de donner les GitHub et interdit de donner les codes, sinon vous faites bannir. Ça me paraît assez évident. Bon, voilà, là, on peut passer. Maintenant, une fois que j'avais fini ma formation Open Classroom, malheureusement, j'ai abandonné doucement les lives au plus grand regret, j'espère, des gens qui m'appelaient le fameux prophète. Et donc là, je me suis dit, tiens, moi, j'ai toujours dit, et je l'ai redit pendant que je faisais mes live Twitch, etc., moi, je veux être freelance. Le CDI, c'est pas quelque chose qui m'inspire beaucoup. Comme je disais au début, je veux faire l'entrepreneuriat, je veux créer ma boîte, je veux pouvoir négocier mes prix, je veux pouvoir me vendre, je veux pouvoir faire toutes ces choses-là. J'estime avoir vraiment ce mindset-là et j'estime ne pas vraiment être dans un mindset CDI, corpo, professionnel, etc. Et donc, il fallait trouver des moyens. J'ai essayé de trouver des moyens et c'est pas un parcours qu'il faut copier, j'en sais rien s'il faudra le copier, etc. Mais moi, c'était mon parcours. Et jusqu'à présent, pour l'instant, j'ai des missions. Et ça marche. Tu as le lien de Terry sur Discord. Je peux le donner, oui. Demandez-moi son Twitter après, machin et tout, je l'enverrai. Mais là, je peux pas l'avoir tout de suite, mais je peux vous le faire. Que pensez des offres d'emploi qui te demandent de connaître 20 techno ou
ou débutant, 5 ans d'expérience, tu peux les bouger, ces offres d'emploi. Voilà, je vais vite répondre à ça du coup. Tu peux les bouger, ces offres d'emploi. Il y a un gros problème aujourd'hui dans le marché d'IT, c'est qu'aujourd'hui, il y a des recruteurs qui se disent IT et qui sont nuls, qui sont vraiment nazes. Et qui, donc, tu vois, du coup, tu vas te retrouver beaucoup au début au téléphone avec des gens qui savent pas pourquoi ils t'embauchent, ils savent pas ce que tu fais, ils savent pas à quoi tu sers, ils savent pas pourquoi tu es important sur le marché. Et c'est ces gens-là qui écrivent les trucs qu'on voit sur LinkedIn. C'est ces gens-là qui montrent. Du coup, moi, je me suis déjà retrouvé, j'ai déjà appelé des recruteurs en connaissant que 25% des stacks qu'il avait affichés. Et j'ai clairement dit au gars, écoutez, moi, j'ai un parcours, etc. Faites-moi passer un test technique. On verra si ça s'accorde avec votre boîte. Mais je lui ai dit, enfin, il faut dire clairement, écoutez, vous n'en savez rien et passer à l'étape d'après. Tu vois, et c'est ça le plus important. Allez jusqu'au test technique pour voir, en tout cas. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une liste de stacks énorme. Finalement, je passe le test technique, les gars sont très contents. Le CTO me dit non, c'est tout ce qu'il fallait connaître. Et finalement, le recruteur était complètement à l'ouest. Les recruteurs sont un vrai problème, etc. aujourd'hui. Et ça, c'est un autre conseil que je donnerai peut-être après, etc. C'est que si vous avez l'occasion d'être freelance et d'avoir trop de missions, etc., sachez que le mieux sera toujours d'avoir des négociations directes avec le client et pas passer par des agences. Parce que à partir du moment où vous passez par des agences, vous allez constamment vous confronter à des recruteurs, à des commerciaux et à tout cet organisme finalement ou même cette machinerie qui est mise autour des développeurs qui n'ont absolument aucun intérêt technique et aucun intérêt métier à ce que vous soyez là. C'est juste des gens qui veulent prendre des coms et c'est pas bon. Et du coup, eux ne voient absolument aucune exigence technique sur ce que vous faites ou aucune exigence architecturale. Ils comprennent pas ce que vous faites. Et du coup, il faut absolument vous battre avec ces corps de métier-là pour exister et pour y aller. Et après, là, c'est vraiment un jeu de négociation. C'est celui qui est le plus fort qui gagne. Je confirme pour les recruteurs. Magnifique. Je suis Hugo depuis ses premiers lives de Twitch. Ça fait très plaisir de voir qu'il y en a là aujourd'hui. Merci Hugo Longto. Ça fait plaisir. Ça, je confirme pour les recruteurs. Mais voilà, si tout le monde est content, on est magnifique. Bon, voilà. Donc, le freelance. Juste après Open Classroom, j'ai dû tryhard au début pour avoir mes premiers clients. C'était très compliqué. Là, je vous cache pas, personne vous appelle quand vous sortez de formation. C'est un mythe comme quoi, dès que vous mettez développeur sur LinkedIn, etc. Moi, ça n'a pas été mon cas. C'est devenu très compliqué parce que souvent, les recruteurs ne viennent qu'au moment où vous avez 1 an ou 2 ans d'expérience. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé plein de techniques. J'ai été chez les commerçants du coin. J'aurais dit, écoutez, moi, voilà ce que j'ai déjà fait, voilà ce que je veux faire, etc. Le plus important dans cette période-là, c'est qu'il faut absolument arriver chez les premiers clients en ayant déjà fait quelque chose. Les side projects, il y a trop de gens qui les sous-estiment. Mais finalement, c'est le plus important. Parce que c'est ça qui va vous permettre de vous vendre au début. Et c'est ça qu'il faut penser. Il faut avoir des side projects qui sont à la fois beaux, bien faits et performants. Et il faut réfléchir à un bon truc. Parce que juste faire des sites vitrines, ça va pas exciter un client. Faire des réseaux sociaux, faire une application, faire un SaaS complet, c'est des choses que moi, évidemment, je conseillerais. Ça va peut-être vous prendre 2-3 mois. Ça va peut-être vous rallonger encore vos temps d'apprentissage. Parce que déjà, vous avez fait 1 an sans être payé, etc. Là, vous allez peut-être rajouter encore 2-3 mois. Mais en termes d'apprentissage, d'aujourd'hui, de créer un SaaS de A à Z, de le foutre en production après, de tester avec peut-être 100, 200, 300 utilisateurs, mais déjà, en termes d'apprentissage, c'est le meilleur moment. Moi, à la fin de ma formation, j'avais fait un réseau social d'ailleurs que j'avais fait avec ces fameuses gens de Twitch, chez Reddit. Et finalement, j'avais vu ce que c'était de mettre vraiment une application de A à Z avec un fond en React, un back-end en Django, et après faire moi-même ma mise en production. Et c'est vraiment là que j'ai le plus appris. C'est vraiment là que j'ai vu à quel point c'était compliqué finalement de mettre un vrai projet en prod. Et après, je vous explique même pas le fait que quand il y a des centaines de personnes qui arrivent dessus, que c'est votre premier projet, qu'il y a tout qui pète, etc., et qu'il faut tout débugger très très rapidement, mais j'estime en tout cas que c'est là le vrai apprentissage et que c'est là que ça va vous faire vraiment grind pour après vos expériences professionnelles. Donc maintenant, le freelance. Comme pour Open Classroom, j'ai donc listé environ ce que je pensais qu'il fallait faire, en tout cas pour être freelance. Donc évidemment, j'ai mis connaître ses points forts sur le marché, parce que il faut pas oublier que quand vous êtes freelance, vous devenez un produit et il faut absolument vous vendre, il faut absolument vous expliquer aux clients pourquoi vous êtes le plus fort, etc. et en quoi vous pourrez les aider. Et donc c'est à vous au début de créer votre propre storytelling pour les clients et savoir quelle est votre place. C'est pas du CDI classique où vous savez très bien que vous allez rentrer dans une équipe, etc. Il faut que vous ayez un truc en plus. Vous êtes un produit que vous devez marketer. Et évidemment le truc d'être scalable. Le principal du freelance, c'est de pouvoir rentrer, aller vite et évidemment d'être efficace. Et il faut évidemment que vous ayez une courbe d'apprentissage constante et que vous pouvez bouger de techno au moins très rapidement, parce que souvent, il n'y a jamais une mission qui se ressemble, on arrive toujours dans des autres équipes, etc. Il faut s'intégrer très très vite à des systèmes, très très vite à des équipes et donc à des humains. Et là, évidemment, c'est toutes des compétences que vous allez devoir faire en interne, ou en tout cas réfléchir avec vous-même pour savoir comment c'est possible. Après, j'ai bien prendre en compte les exigences business, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes freelance, ça me paraît plus ou moins évident, et il faut évidemment que vous sachiez que votre boulot ne se limitera pas à du développement. Il y a toute une partie évidemment de compta, etc. qu'il faudra gérer, mais toute une partie aussi de
de pensée marketing, de négociation, etc. Et là, ça relève vraiment du côté entrepreneurial que moi, j'aimais bien, mais je ne suis pas sûr que ce soit adapté à tous. Ok. Quels sont les projets à mettre absolument dans son CV pour avoir une chance de se faire recruter après sa formation en tant que développeur web? Moi, je ne donnerai pas de projet type parce que je ne sais pas s'il y a un projet type pour ce genre de choses. Mais la seule chose que je recommanderais vraiment, c'est d'avoir à la fois un projet qui t'excite, que tu peux vendre, surtout si tu veux devenir freelance. Parce que si tu arrives à vendre un projet que tu as fait en side project, que tu arrives à le vendre à un client, moi, je pense que tu arriveras à te vendre toi-même aussi. Et je pense que les deux te coïncideront. Et donc, il faut à la fois un projet qui t'excite, qui soit quand même un peu lourd techniquement, c'est-à-dire pas un blog. Il faut quand même qu'il y ait un peu d'exigence technique. Il faut quand même qu'il y ait qui est vraiment quelque chose que tu peux mettre en avant, que tu puisses dire, tiens, là-dessus, j'ai fait un peu de data analyse, tiens, là-dessus, j'ai réussi à faire un bac, le bac était compliqué pour x raisons, tiens, j'ai fait un fond, c'était compliqué pour x raisons. Et c'est vraiment là qu'il faut axer ton projet, juste éviter les blogs, ce truc-là, il faut vraiment un projet. Moi, en fait, j'ai fait un réseau social parce que j'ai commencé à développer quand j'avais vu le film de Zuckerberg, là, de Social Network. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais faire un réseau social parce que je viens de là. Et le projet, j'aimais vraiment bien faire ce projet-là. Est-ce que les projets personnels peuvent être ajoutés au CV? Bien sûr. Au début, les gens savent quand tu es junior, t'as rien d'autre à vendre. Du coup, moi, j'ai vu plein des gens qui mettaient ça. Voilà. Bon, après, vous le virez. Une fois que vous avez un an d'expérience, vous le virez. Vous dites que vous avez fait votre truc, etc. Mais au début, il faut aller vous vendre et il faut. Moi, c'est comme ça que j'ai mon premier client. Il faut aller au culot. Il faut dire, écoutez, enfin, moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas à l'époque. Moi, je sais que j'ai pas beaucoup d'expérience. Je sais que j'ai fait qu'un petit projet qui marche, etc. Mais je pense que je suis bon. Je pense que je suis meilleur. Et après, il faut travailler parce que ça marche comme ça. En tout cas, si vous voulez devenir freelance, je pense que le culot ne déçoit jamais parce qu'il n'y a aucune attente quand on va au culot. Et je pense qu'il peut toujours être surprenant. Je dis pas que ça marche pour tout le monde, mais moi, en tout cas, c'est comme ça. Au début, je fonçais des portes et il faut dire que tu es meilleur. Et évidemment, le truc le plus important dans le freelance, et c'est quelque chose que les gens sous-estiment, c'est qu'il faut se créer un réseau le plus vite possible. Si vous n'arrivez pas après un an à vous créer le réseau, franchement, vous allez galérer, etc. Et être dans des positions de galérien en période de freelance, je pense que c'est vraiment pas agréable. Je pense que c'est très mauvais psychologiquement, c'est très mauvais financièrement. Et il faut vraiment que vous pensiez, que vous sachiez comment vous allez créer votre futur réseau. Bam! Après aussi, quand j'ai tout à l'heure d'être scalable, et d'ailleurs là, si Graven m'entend, j'ai une question pour Graven, si ça dure un peu plus longtemps, c'est grave ou je dois finir absolument 11 heures pile? Bon voilà. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait être scalable en tant que freelance, moi je me suis vite rendu compte que ma proposition était beaucoup plus légitime pour les petites startups et pour les petites PME. Et c'était surtout des gens qui avaient envie d'avoir des MVP ou des choses qu'il fallait faire très 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 vite et très 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 bien. Donc c'est des gens qui arrivent vers toi et qui disent, écoutez, moi je vais développer ma startup, j'ai envie de faire un MVP fonctionnel qui va sur le marché, etc. Et je vous donne X, mais il faut que ce soit vite fait, bien fait, et il faut absolument que vous sachiez plus ou moins tout faire. Et donc moi j'ai réfléchi, je me suis dit dans quel cas c'était possible, parce que là du coup il y avait une vraie demande du marché et il fallait absolument y répondre. Je me suis dit que ça allait être très compliqué si je continuais comme ça dans les stacks techniques que je faisais, donc avec du Django et du React, parce que si je voulais être expert des deux, ça allait devenir beaucoup trop compliqué. En plus, quand il y a du Django, après il faut faire des setups serveurs, faire des trucs, etc. Et je me suis dit que j'allais peut-être m'embrouiller dans un truc qui allait être trop compliqué d'un point de vue technique pour pouvoir proposer de solutions. Et donc j'ai réfléchi à comment être scalable et comment arriver sur le marché. Et donc j'ai découvert évidemment des solutions qui sont des solutions serverless comme Firebase ou Amplify. Et j'utilise donc toutes les technologies que vous voyez à l'écran sur le PowerPoint pour essayer en tout cas d'intégrer des applications soit mobiles, soit web, environ en 3-4 mois, qui soient fonctionnelles et avec une possibilité de mise sur le marché. C'est évidemment des technologies que je propose qu'aux startups et aux PME pour la simple bonne raison que du Firebase Amplify, à partir du moment où ça scale beaucoup, ça peut vite coûter cher. Du coup, voilà, là, on va passer vite parce qu'après, il faudra finir avec l'argent, bien évidemment. Et voilà, et Graven qui me dit, tu peux déborder 1 ou 2 minutes, mais après, on enchaîne. Ok, nickel. Donc, sur le front, je suis sur du TypeScript. Sur le front, après, je suis sur du React Next ou du React Native. J'utilise soit du Material UI ou du Tailwind pour du web. Et dans les solutions serverless que j'ai pris, j'ai évidemment pris du Firebase ou du Amplify. On va continuer après parce que tac, je pense que c'est le sujet qui intéresse le plus. Après, c'est l'argent OMG. Et ça, c'est vraiment le but après de faire une sorte de disclaimer, en tout cas sur l'argent. Parce que moi, je vois beaucoup de gens qui s'intéressent au domaine du freelancing pour des possibilités de rendement important. Et là, j'essaie de faire un tableau qui explique un peu comment est ce rendement. Et parce que finalement, oui, je le dis, si ça marche bien, si vous avez des missions tout le temps, c'est agréable. Franchement, c'est agréable. Vous avez des leviers en termes de financement et de négociation qui sont beaucoup plus importants qu'un CDI. Je vous l'accorde, c'est une réalité. Mais ce que vous voyez pas, et c'est ce que moi j'ai beaucoup vu malheureusement dans les formations, et c'est là-dessus où je pense que je suis parfois un peu, où j'ai parfois eu beaucoup de chance, parce que dans les formations, la plupart des gens qui se lancent, ils galèrent, ils ont du mal.
Déjà, pour la plupart du temps, les juniors n'arrivent pas à négocier le prix que vous voyez. Donc, c'est-à-dire que les 400 € par jour que TRI, GMG, etc. Mettent en avant, finalement, il y a très peu de juniors qui arrivent à négocier ces prix-là. On est beaucoup plus sur des juniors qui se font à du 250 € par jour ou du 300 € par jour. Et ce sont des juniors qui n'arrivent pas à avoir 12 mois de mission par an. Donc là, j'essaie de vous faire des rendements pour être sûr. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui arrive à très, très bien se vendre en tant que junior. Donc là, on est sur des 450 par jour. J'ai vu très, très peu de juniors dans ma carrière faire ça. Ça arrive très, très rarement, mais j'ai quand même pris le worst case pour vraiment vous le montrer. Bon, lui, il va facturer en 10 mois, il va facturer 90 000 €. On est d'accord. Il va être très bien. Il pourra faire des frais, il pourra se verser des dividendes, etc. Il pourra se verser un bon salaire. Très, très bien. C'est cool. Le problème, c'est que si tu prends le moins bon rendement sur 10 mois, et encore 10 mois, j'ai été gentil parce qu'il y a des gens qui ont du mal parfois à mettre des plannings, parfois de 8 mois, etc. Mais finalement, on est parfois sur des salaires qui sont beaucoup, qui sont vraiment inférieurs au marché global au CDI. Et c'est là où ça devient pas trop pertinent. Quand je dis médiocre, parce que je vois ça médiocre. Donc c'est entre le junior et le senior. Moi, j'ai mis les prix que j'ai déjà vus dans ma carrière. Alors, ça peut bouger évidemment en fonction de là où vous vous trouvez. Et donc vous voyez à chaque fois que si vous regardez le moins bon rendement, et là je vais devoir passer vite et je vais devoir malheureusement couper un peu le propos que je voulais faire. Mais c'est comparé à ce que beaucoup de youtubeurs vous disent, c'est que finalement, oui, il y en a qui gagnent très bien leur vie, mais c'est les meilleurs que vous voyez tout le temps. Les Benjamin Code qui annoncent des 100 000 €, enfin des 150 000 € par an, des 130 000 € par an, parce qu'il est très doué, parce qu'il a su se négocier, parce qu'il a su trouver des bons prix, parce qu'il a un bon réseau, etc. Et moi, à la base, j'en ai beaucoup qui galéraient. Et donc, je voulais juste montrer, à travers divers propos que je vais devoir cutter maintenant, que c'est possible de très bien gagner sa vie. Il faut faire attention. Il y a une grosse majorité, en tout cas, qui n'arrive même pas à aller concurrencer des CDI. Il faut faire attention. Si on n'arrive pas à donner une opportunité marché et des choses comme ça en tant que freelance, c'est très très compliqué d'arriver dans les worst cases que je vous ai mis là. C'est quelque chose que je pourrais peut-être éventuellement plus développer si si vous abonnez à mon Twitter ou à un truc, etc. Peut-être que je ferai une vidéo même YouTube un jour dessus pour expliquer de manière plus concise ce genre de choses. Et après, tac. Moi, être freelance, évidemment, j'ai mis des avantages et des inconvénients. On va vite les passer en une minute. Les avantages, c'est évidemment la rémunération flexible dans les deux cas. Ça peut évidemment avoir des leviers à la hausse et des leviers à la baisse, comme je vous l'ai montré. Ça peut être très, très, très cool. Il y a des changements réguliers d'environnement. Donc ça, c'est un avantage pour les gens qui aiment bien bouger. On change beaucoup de bureaux, on change beaucoup d'équipes. Apprentissage constant dans différents secteurs. Moi, c'est cool. Par exemple, j'ai eu 5 missions depuis le début de ma carrière. Je suis passé du secteur bancaire à du secteur crypto, etc. Je suis revenu, puis j'ai fait dans l'événement, etc. Et finalement, ça c'est très cool. En termes d'apprentissage, même en apprentissage business, c'est très, très cool. Il y a un avantage que moi j'estime cool, c'est que c'est l'inconfort. J'estime que ça booste beaucoup. J'estime que je veux pas être assujetti à une forme de confort. Ça me plaît pas. Je veux y aller. Je veux toujours avoir envie d'avoir plus. Et quand on a cette mentalité-là, évidemment, le freelance est avantageux. Les inconvénients du freelance, évidemment, c'est qu'il y a une pression énorme parfois quand il faut faire des mises en prod, etc. C'est pareil dans le CDI. Mais vu que là, vous êtes embauché pour ça, que vous pouvez vous faire virer à tout moment, contrairement au CDI, la pression est parfois un peu plus forte. Il y a des gens parfois qui se plaignent de solitude parce que vous bougez beaucoup, vous êtes jamais en relation vraiment intime avec des équipes ou quoi. Et c'est souvent parfois un problème. Et hop! Maintenant, pour mes réseaux sociaux, c'est juste ici. Donc, s'il y en a qui veulent me poser des questions, qui veulent mon LinkedIn, etc., c'est Hugo Duchesne sur Twitter ou juste Hugo sur Twitch. Vous pouvez aller vous abonner à moi. Je passerai peut-être éventuellement sur le Discord aussi à Sankouf tout à l'heure, une fois que j'aurai fini ma journée de taf. S'il y en a qui ont des questions éventuelles, s'il y en a qui veulent me poser des questions sur Twitter, s'il y en a qui veulent taguer moi sur Twitter, etc. Bon, en tout cas, j'espère avoir dit quand même pas mal de choses un peu pertinentes.